les Israéliens me faisaient penser à ma famille. J'avais l'impression que c'était tous mes frères. De se sentir lié à des gens qu'on connaît pas, à une terre, mais d'avoir ce côté-là où je sais que c'est mon pays, on est juif et ici on vit notre religion, ça m'a beaucoup aidée aussi dans mon intérieur. Merla Sarfati, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir à domicile. Avec plaisir. Alors, tu es, on va dire, une amoureuse de Jérusalem, une amoureuse d'Israël. Quand est-ce que tu as décidé de vivre ici, tout simplement? Alors, c'est un choix que j'ai fait à mes 18 ans. J'étais au séminaire à la Mikhlala de Beit Vegan. Je faisais partie d'un programme Massa, etc. Donc, on a découvert un petit peu Israël. Tu étais venue pour passer un an à l'étranger? Un an à l'étranger, mais en même temps me renforcer en Torah, me renforcer dans ma Avodat Hashem d'une manière générale. Et du coup, j'ai choisi ce séminaire avec ma copine. Et dans ce programme, on nous a fait découvrir, entre guillemets, Israël sous toutes ses facettes. On a fait plein de tivoulim, plein de sorties, des visites. Donc, j'ai pu vraiment apprendre à découvrir le pays. Et c'était un véritable... Du nord au sud, vraiment? Vraiment. Du Golan à Eilat. Et du coup, c'était un véritable coup de cœur. Et à partir de ce moment-là, au mois d'avril, avant Pessah, j'ai annoncé à mes parents que je voulais rester vivre ici. Ils n'étaient pas très contents parce que c'était pas ce qui était prévu de base. J'avais signé en plus sur un papier que j'allais rentrer, faire mes études en France, etc. Mais comme quoi, Hachem est grand et ils ont accepté, à la condition que je trouve des bonnes études et que je trouve un cadre où me loger avec voilà, des shabbats organisés, des filles, un point de repère, des rabbinim, etc. Et c'est ce que j'ai fait. Ils avaient peur surtout parce que j'avais pas trop de famille en Israël. Ils avaient peur de laisser leur fille comme ça dans un pays étranger, loin. J'étais toute petite en fait, à 18 ans, on se croit grand, mais on vient de sortir de chez nos parents. Donc il y avait eu, entre guillemets, cette année-là qui les a préparés psychologiquement à mon départ. Mais un parent, je pense, n'est jamais prêt à quitter son enfant de manière générale. Donc, C'était fondateur comme année, cette année, dans ce programme Massa? Complètement, parce que ça m'a clairement initiée. En fait, ça m'a présenté déjà le pays, la langue, la qualité de vie, la mentalité, comment ça fonctionnait un petit peu le système. Et même, en réalité, j'ai pris des repères, même si je me considérais pas comme israélienne pendant cette année-là. En réalité, ça m'a un petit peu ouvert les portes sur tout l'avenir qui allait se produire, parce que c'est de cette année-là après que j'ai décidé de faire des études d'architecture, qui m'a aussi fait découvrir mon séminaire du soir dans lequel j'allais dormir. Donc en fait, c'est un bon point de départ pour s'installer, pour avoir ses premiers repères obligatoires. Alors, ça a été une évidence pour toi, tu as décidé au mois de février de rester. Comment tu as pris cette décision? Comment on décide de changer de vie, de sauter le pas? Je pense déjà qu'il y a un peu un effet de groupe. Je pense que quand on entend sa copine qui dit « moi je vais rester, mais c'est sûr, mais regarde, sois sereine, et moi j'ai de la famille et je t'aiderai », je pense que déjà les copines qui deviennent comme notre famille ont une grande influence sur notre choix parce qu'on sait qu'on va avoir une aide. Après, je pense que c'est aussi un choix personnel de vie. Je sais que j'ai pris la décision sur moi. Je me suis dit, si je fais pas le pas maintenant, je le ferai jamais. C'est pas en rentrant en France, en faisant mes études. Je sais pas, même, je savais pas ce qui allait se produire sur mon chemin si je rentrais en France. Ça se trouve que j'allais me marier, que après j'allais rester là-bas. Je me suis dit, si je fais pas le pas maintenant, eh ben, je le ferai jamais. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre... Mais alors, à part les copines, on comprend que ça a une certaine influence. Qu'est-ce qui fait que on est attaché au pays? Qu'est-ce qu'on découvre qu'on n'imaginait pas? Déjà, c'est une bonne question, mais je pense que le gros point, c'est, encore une fois, parce que je suis religieuse, etc., mais c'est ce côté, mon lien avec Hachem, qui a tout changé. J'ai senti que mes tfilotes étaient différentes, ma tzniout, elle avait plus un sens ici. J'ai senti que les gens autour de moi, les Israéliens, me faisaient penser à ma famille. Je les connaissais pas forcément, mais j'avais l'impression que c'était tous mes frères. Donc en fait, d'avoir de se sentir lié à des gens qu'on connaît pas, à une terre en fait, après grâce à mon séminaire, j'ai eu aussi des cours sur Eretz Israël, etc. Mais d'avoir ce côté-là où je sais que c'est mon pays, c'est notre terre, on est juif et ici on vit notre religion, ça m'a beaucoup aidée aussi dans mon intérieur. Ça a été un côté un peu rouhani, un peu spirituel, qui m'a aussi rattachée au pays. C'est ce côté spirituel que tu as découvert qui t'a attiré viscéralement? Viscéralement, oui.
Et ce côté aussi où j'ai aimé la mentalité israélienne. C'est pas forcément évident parce qu'il y en a plein qui ont du mal au début, mais moi j'ai adoré. Alors c'est quoi justement la mentalité israélienne, cette fameuse mentalité israélienne dont tout le monde parle? Comme je l'ai dit précédemment, c'est le fait de se sentir frères l'un à l'autre, de sentir qu'on pourra toujours compter sur l'autre et de sentir qu'on vient d'un même peuple. Donc en fait, on a la même source et en fait même les gens les plus loin, eh ben ils auront ce côté où ils vont se rattacher à Dieu. Je pense que c'est ce côté hardout, d'unité, qui m'a plu le plus chez les personnes israéliennes. Et cette mentalité chaleureuse, ils débordent d'amour, j'ai l'impression, pour les autres. Ils débordent de gentillesse, de vouloir aider, de vouloir faire en sorte que l'autre s'intègre très vite. Je ne parlais pas, je ne savais pas parler, et toujours ils étaient hyper patients pour essayer de me comprendre. Ils me reprenaient dans mes phrases pour me dire non, on ne dit pas comme ça, mais comme ça. Donc au final, ils ont eu un impact énorme dans ma alia, dans mon évolution. Quand on a 18 ans, on ne sait pas toujours ce qu'on veut faire dans la vie. Comment tu as décidé de devenir architecte? Alors déjà, c'était un grand dilemme. J'avais deux choix entre commencer des études de sage-femme ou être architecte. Ce qui n'a rien à voir. Rien à voir. Alors du coup, une après-midi, ma copine m'a gentiment proposé de venir visiter l'école Betzalel. Donc j'étais dans la section Haredite, donc pas celle de la ville. Donc c'est une section où il n'y a que des filles, mais on a exactement les mêmes examens, les mêmes professeurs, tout pareil, sauf que il n'y a pas de mixité. C'est la seule différence. Et il y a du coup des conditions d'acceptation qui diffèrent un petit peu, mais à part ça, tout est pareil. C'est un toar académique, c'est un diplôme universel. Juste, je tiens à préciser que le diplôme dans la Shlocha Haredit n'a pas moins de valeur que celui du Betzalel Ragil en ville. C'est complètement le même toar. Il est pareil, il est reconnu à l'international. On peut l'utiliser partout dans le monde. Tout est pareil. Tu décides comment? Voilà. Juste en faisant une visite? Alors, je décide avec ma copine d'aller visiter l'école. Et en fait, j'ai découvert plein de plans accrochés sur le mur, des maquettes sur les tables. Je voyais les professeurs, comment ils s'adressaient à leurs élèves et quels commentaires ils leur faisaient sur chaque travail, etc. Et c'est ce côté artistique-là qui m'a beaucoup plu d'un premier regard. Et c'est vrai que sur un coup de tête, j'ai dit « Ok, Odé, c'est ça que je vais faire ». Et je lui ai dit « Je vais m'inscrire Et en fait, il fallait absolument que je m'inscrive parce que c'était limite les dernières dates, etc. Donc je me suis inscrite et après il y avait directement la Mechina qui allait commencer à la fin du séminaire. Je parlais absolument pas, même pendant la Mechina, je ne savais même pas comment on disait une ligne, un rond, un rectangle, alors que j'étais censée être dans des études académiques, donc c'était très dur. Mais j'étais très sérieuse, j'écrivais tous les mots sur un carnet et j'étais acharnée sur mon vocabulaire et je restais que avec des Israéliennes alors que j'étais avec un petit peu de Françaises. Mais vraiment, j'étais vraiment motivée. Je pense que pour de vrai, c'était un double travail parce qu'il y avait beaucoup, surtout les premières années qui sont les plus importantes et les premières années où je parlais pas. Donc en fait, il y a beaucoup de cours qui parlent d'histoire de l'architecture, philosophie de l'architecture, beaucoup de théorie. Et du coup, ça, franchement, c'était pas facile. Et vraiment, je prenais à chaque fois les notes de mes copines. Donc j'essayais de retraduire ce qu'elles disaient, j'essayais de comprendre l'enregistrement que je prenais du professeur. Donc c'était clairement un double travail. Mais après, ça a porté ses fruits parce que après, bon, je vais pas dire 1 an, mais vraiment 2 ans, j'osais présenter mes projets librement, j'osais faire des fautes et sans crainte parce que je me présentais comme Ola Hadasha et je me présentais comme nouvelle dans ce pays. Donc oui, j'étais la petite fille de Paris. Ils reconnaissaient directement avec mon accent que je n'ai pas de là de toute façon. Et encore une fois, cette mentalité israélienne, même les professeurs qui n'ont pas forcément... Non, je pense que si chaque professeur, en réalité, s'ils font ça, c'est que vraiment, ils ont une passion et un don pour l'enseignement. Donc au final, oui, ils ont beaucoup de patience, mais c'est ça aussi qui m'a beaucoup aidée et soutenue. Ils m'ont portée tout le long de mes études, 5 ans d'études. Et c'est très intense parce que on a beaucoup de devoirs après nos cours. Donc ça s'arrête pas à aller à l'université. Ça s'arrête à des nuits blanches, à faire des maquettes et des dessins jusqu'à l'aube. Et en fait, personne ne se rend compte de ça, mais c'est énormément de travail graphique et on se donne. Quand tu regardes un petit peu en arrière, parce que maintenant tu travailles, on va y revenir dans un très beau cabinet d'architecture, oui. Qu'est-ce que tu as envie de te dire ? De dire à celle qui trémait, qui transpirait sur ses plans pendant des nuits?
Oui, alors déjà, je tiens à vous dire que c'est pas facile, certes, mais tout travail mérite salaire et que quoi qu'il arrive, quand on a de la volonté, on y arrive. Et même voilà, quand on parle pas la langue, quand il n'y a rien qui est fait pour qu'il y ait une réussite forcément, et ben quand on veut, on peut. Et voilà, si je peux vous donner mon expérience, c'est que moi j'étais tellement sérieuse et j'étais tellement à jour dans mes devoirs et tellement minutieuse, etc. que voilà, Baruch Hashem, chaque année, je recevais le prix d'excellence et chaque année, mes professeurs, ils me disaient, mais Perla, tu t'améliores de jour en jour et on voit ton évolution et bravo parce que tu donnes aussi la motivation aux filles. En gros, tu étais l'étrangère, entre guillemets, majeure de promo. Oui. Parmi toutes les Israéliennes. Ouais. Et parfois, j'avais un peu honte parce que je me disais, la petite nouvelle qui arrive et qui reçoit un prix d'excellence face à ma classe, alors qu'elles aussi, elles étaient aussi très bonnes. Mais après, il y avait, bon, il faisait en fonction des notes, etc. aussi. Donc, je pense que oui, j'avais ma place. C'est un conseil à donner aux étudiants qui, c'est vrai, c'est un âge où on a envie de sortir, on a envie de s'amuser. Exactement, c'est très de dur. profiter de la vie. Ça vaut le coup de Mais bien sûr que ça vaut le coup, mais ça vaut plus le coup même parce que, en fait, on se rend pas compte, mais notre diplôme, c'est la clé pour trouver, entre guillemets, notre premier job, notre première expérience dans ce domaine-là. Et en fait, on se rend pas compte, mais voilà, Bezrat Hashem, on aura toute notre vie pour sortir et pour profiter de la vie. Et il y a les vacances aussi, on a quand même 3 mois de vacances en été. Donc les vacances, on les met au moment des vacances et il y a un temps pour tout. Le temps des études, on se met à fond. Bon, aussi, moi, depuis petite, je suis très sérieuse, j'ai toujours été au premier rang. Donc on va dire que c'est quelque chose en moi, d'ancré en moi, mais bien sûr qu'il faut garder la motivation et même si parfois on voit qu'il y a d'autres copains à nous qui sortent et qui profitent et tout, chaque chose en son temps. Nous, pour l'instant, c'est le temps des études. 5 ans, en réalité, c'est long, mais ça passe très vite aussi. Une fois que la première année, elle est passée, on se dit ça va, plus que 4 ans. Après, hop, on est déjà aux 3 ans, on se dit ça va, que 2 ans. Après, en fait, tout passe très vite. Il faut pas se focaliser sur ces 5 années-là. Parce qu'en plus, après, quoi qu'il arrive, on a notre emploi du temps aussi qui diminue. Donc, on a un peu plus de temps de libre. Comment on fait quand on est seul, qu'on n'a pas de famille, qu'on a des études quand même très mobilisatrices? Comment on fait pour gagner sa vie? Est-ce que c'est les parents qui aident ou est-ce qu'il y a des bourses? Comment tu as fait? Déjà, il faut savoir que les années d'études, elles sont payées par le Minhal HaStudentim. Donc, en l'occurrence, nous, comme c'est un cycle de 5 ans, alors ils ont financé les 5 ans. Donc ça, on va dire que j'avais pas à les payer mes études et c'était vraiment très sympa. Après, il faut quand même rajouter qu'il y avait 2 ans de Hitnadvout à faire, 2 ans de bénévolat à faire, à donner pour compléter entre guillemets cette bourse-là. Donc en réalité, cette bourse-là, elle nous prend aussi du temps, donc on peut pas forcément travailler. Après, forcément, il faut que nos parents nous aident. Moi, j'ai reçu une aide financière pour le logement. Ils me donnaient un petit peu des billets à droite à gauche, mais après, je travaillais au sein même de l'école. J'ai aidé les Olot Radachot justement en première année. Je les aidais dans leur projet de studio et du coup, l'école me payait. Et en fait, c'était même eux, ils recevaient une subvention du Misrad Aklita Birklal. Donc en fait, c'était tout en leur honneur que d'aider les Françaises par une Française et du coup, j'avais un petit salaire. Et à part ça, du coup, après mes 2 années de bénévolat, du coup, j'avais encore ma 4e année et 5e année de libre. Et en fait, il y avait une bourse au sein même de l'école qui nous rapportait 16 000 shekels à l'année. Et elle m'a énormément aidée parce que c'est beaucoup d'argent et voilà, mais oui, entre guillemets, les parents aidaient vos enfants. Soutiennent un peu. Ouais, obligés. Mais je m'aidais aussi. Entre guillemets, je travaillais, je faisais des baby-sit aussi en parallèle. Il n'y a pas le choix. C'est une période où on est assez serré, mais ça vaut le coup parce que après on travaille, on est libre, on est indépendant. Justement, on peut dire que pour toi, ça a été le jackpot, la fin de tes études. On est venu te chercher, quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon patron, qui s'appelle Harry Cohen, a sûrement dû contacter l'une de mes professeurs pour avoir le contact d'une des meilleures élèves de la promo. Et donc, il m'a contactée et déjà au mois de février pour savoir si j'étais intéressée à rentrer dans son bureau. Moi, à l'époque, je cherchais pas, donc je lui ai pas donné de nouvelles. Je lui ai dit que je le recontacterais. Tu savais qui c'était ou pas? Non, je savais pas qui c'était. Donc, j'ai dit, Harry, c'est très gentil de votre part, mais pour l'instant, je suis pas intéressée. Je reviendrai vers vous. Et du coup, au mois de juin, je me rends compte que toutes mes copines commençaient à chercher un stage, à chercher des bureaux pour commencer. Et je vois que le nom du bureau Harry Cohen Adri Khalim revenait.
Et j'ai dit, attends, mais ça doit être quand même un bon bureau, je vais quand même me renseigner. Et là, je commence à taper sur Internet. Et là, je vois qu'en réalité, c'est un bureau qui s'occupe d'architecture urbaine, donc des projets de ville. Et en général, des projets de ville, il y a des très gros budgets. Ça veut dire que toutes les mairies d'Israël, en général, contactent ces bureaux qui sont spécialisés dans l'urbanisme pour pouvoir faire suite à leurs projets de développement de quartiers, de shrunot. C'était ta spécialité, c'était ça ce que tu voulais faire, développer la ville? Alors, pas forcément, parce que nous, dans nos études, on apprend seulement ce petit côté-là, qui est un point très important en 5e année, en 4e année, légèrement. Mais tout le long de nos études, on apprend surtout à faire des immeubles, à faire... j'avais un projet sur créer une école primaire. Après, ça dépend des années, mais en première année, c'est plutôt se spécialiser dans la construction d'un espace dans une plus petite échelle. Et après, au fur et à mesure des années, alors ça grandit. Mais l'urbanisme, c'était pas du tout un sujet que je connaissais. Et ça paraît très grand, parce que c'est des gros projets. Donc, je connaissais pas forcément et j'ai appris, voilà, sur le tas. Ça n'a pas été un problème, que tu sois Ola Hadasha, que... Alors, ça n'a pas été un problème parce que déjà, je me suis toujours assumée en tant que Ola Hadasha et je suis fière de l'être et je suis fière de mon parcours et je suis fière de venir de France et je suis fière d'avoir eu ce parcours de venir en Israël sans rien et d'avoir réussi. Donc, déjà, je me présente comme ça, comme fière de qui je suis et ça se ressent. Et ils voient que j'ai confiance en moi et je pense que même quand on arrive dans un entretien d'embauche, il faut vraiment... mettre le point sur ça. Ça rassure. Oui, ça rassure, mais chaque patron a envie d'avoir en face de lui quelqu'un qui a du bitachon, qui a de la confiance. Très important. Qu'est-ce que tu fais dans ce cabinet dans lequel tu travailles apparemment avec beaucoup de joie? Dans ce cabinet, on s'occupe de la planification totale de certains quartiers, mais spécifiquement, moi, je suis dans une équipe où on fait des plans détaillés, particulièrement dans le domaine de la cave à Carole, c'est-à-dire le tramway, la ligne bleue en fait du tramway. Donc jusqu'à maintenant, il y a la ligne rouge, la cave à Adom, et maintenant, Bezrat Hashem en 2028, maximum 2030, elle ouvrira ses portes. Et en réalité, c'est une ligne qui va passer de Ramoth. Après, en fait, Derech Hebron, elle va faire une petite jonction entre Gilo et Malcha. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est nouvelle migrante de participer finalement à la construction de la ville de Jérusalem et d'autres villes en Israël? Ouais, bah c'est une grande satisfaction. À chaque fois, en plus, c'est ce qu'on disait avec mon mari, c'est qu'il y a un basouk dans la Hamida qui dit qu'on doit être Boné Yerushalayim. Et moi, d'une certaine manière, quand je fais mes plans et j'ai des projets comme ça sur Jérusalem, je me dis, mais en fait, je réalise cette bracha qu'on fait dans la Hamida. Et je sens vraiment qu'on a un impact à travers notre main, qu'on agit sur la terre. Donc c'est vraiment beau. Et surtout quand après on va voir la concrétisation, quand on va voir que tout sera réalisé, c'est vraiment ce sera la plus grande des joies, je pense. Je pensais pas arriver à un stade où oui, j'allais influencer autant dans un pays. En fait, on se rend pas compte, mais chaque petite construction, ça a oui un impact après dans notre vie. Parce qu'on est amené à l'utiliser après cet espace. Donc, il y a des gens qui y vivent, il y a des gens qui vont utiliser ce qu'on produit, qui vont ressentir des choses dedans. Donc, on influence aussi sur les gens, sur la population, sur la ville. Tu as commencé à construire cette ligne bleue. Tu as construit aussi ta vie parce que tu viens de te marier. Oui. Mazal Tov d'ailleurs, au passage. Qu'est-ce qui a été la chose la plus belle que tu as faite ici, ou qui t'est arrivé de vivre ici? Alors, juste une petite anecdote. L'autre fois, j'ai eu une grosse galère de voiture. Elle s'est arrêtée en plein milieu de la route. Et là, j'ai vraiment ressenti que je faisais partie d'un vrai peuple. Quand tout le monde s'est arrêté autour de moi pour m'aider, vraiment, tout le monde m'a apporté son soutien, que ça soit mental, ceux qui pouvaient m'aider avec leur voiture m'ont aidé, que ça soit pour appeler après tout le système de l'assurance, etc. Ils ont tous été adorables. C'est qu'une petite anecdote, mais ça en dit long sur toutes nos prochaines péripéties qui pourront se passer. En Israël, on ressent, moi qui n'avais pas beaucoup de familles en Israël, je me suis sentie, entre guillemets, hyper bien accueillie par toutes les familles du quartier, alors que je ne les connaissais pas forcément. Et elles nous ont reçus d'une manière tellement chaleureuse et tellement d'une manière abondante que ça a été vraiment un exemple pour ma vie, même actuelle, de me dire que Bezrat Hashem, ma maison, elle sera toujours ouverte pour recevoir n'importe qui dans le besoin.
à n'importe quel âge, pour rendre ce que j'ai reçu, tout à fait. Parce que en France, on n'était pas du tout habitué à ce que les familles reçoivent forcément des filles de séminaire ou des Bahur Yeshiva. Et ici, c'est complètement quelque chose de inné chez eux, que la porte est ouverte pour ces gens-là. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. D'avoir tous les Shabbats une famille qui nous reçoive les bras ouverts, c'est fabuleux. C'est quoi tes projets? Mes projets futurs, alors déjà, comme je vous ai dit au début, j'avais donc le choix entre être sage-femme et architecte. Donc là, Bezrat Hashem, j'aimerais commencer un cours pour être doula. Donc ça sera une petite formation qui Quoi, ça te manque? Tu regrettes? C'est pas que je regrette, mais je me dis tout ce côté sociable, humain que j'aurais pu avoir dans ce métier-là de sage-femme, je l'ai pas forcément en étant devant mon ordinateur à faire des plans, des dessins. Donc je me dis, si je peux apporter à certaines femmes un soutien mental, moral, physique pendant le meilleur moment d'une vie, de voir une naissance, je me dis pourquoi pas le faire. Et en plus de ça, je tiens à préciser que ce cours-là est subventionné en partie. Il y a une bonne partie qui est subventionnée par, encore une fois, le Minhal HaStudentim, ou le Misrad HaKlita, je ne sais pas trop, Misrad HaKlita. Et du coup, il subventionne 7000 shekels sur le prix du cours. Donc c'est aussi motivant à le faire. Et moi, je compléterai le reste. Je me dis que humainement parlant, c'est quelque chose de magnifique à partager avec mon entourage. Donc voilà. Donc tu seras architecte le jour et sage-femme. Et doula la nuit. Ouais, si je peux, si Hachem me donne les forces, oui. Après, ça dépendra des demandes, etc. Et du soutien de mon mari aussi en parallèle. Mais je pense que oui, j'essaierai de joindre les deux, si Dieu veut. Et après, Bezrat Hashem, par la suite de mon parcours d'architecture, j'aimerais bien après, si Dieu veut, devenir indépendante, prendre des projets perso. Déjà, je me fais la main et je me forme bien dans ce bureau. Je prends tout ce que j'ai à apprendre et après, je pense que je les quitterai pour me développer toute seule, prendre mon envol. C'est ça qu'on peut souhaiter. Bah oui, c'est magnifique de devenir indépendante, de fixer, de pouvoir avoir ses heures fixes, de pouvoir vivre pleinement son rôle de maman, être présente avec ses enfants et avoir des projets en parallèle. Je trouve ça magnifique. C'est dur aussi d'être employée. Ça a ses avantages et ses inconvénients, mais le fait d'être employée, c'est aussi être 9 heures au travail par jour, c'est aussi avoir un patron dessus, rendre des comptes. C'est pas forcément évident, mais après, ça a aussi tous ces avantages de partage, de collègues, d'avoir un bureau, d'avoir des projets extérieurs, d'avoir toujours de la hitrachut, de la nouveauté au sein du bureau, voir des nouveaux, des anciens. Si je te demandais un mot pour résumer ton alia, tu dirais quoi? Bracha. C'est la bracha d'Hachem. Pour moi, la alia égale à bracha. Je sais pas comment on traduit bracha, mais c'est source de bénédiction. Hachem, il ouvre les portes. Il faut vraiment se laisser entre ses mains, lui faire confiance, et vraiment les portes, elles s'ouvrent. Et même si c'est dur, parfois il y a des hauts, il y a des bas, je dis pas. Moi, après, j'ai commencé ma vie ici, donc pour l'instant, je vois que du haut parce que je fais que m'évoluer, enfin, je fais que m'émanciper. Mais après, si on va dire que c'est des galères, entre guillemets, d'argent et tout, il y a toujours des solutions et il y a encore une fois une autre bracha qui s'ouvre. Hachem, il nous laisse pas en galère. Et si on est dans cette situation, c'est qu'il y a du tov, il y a du bon dans ça. Donc il faut faire confiance.